Et bonjour, Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, on va parler de la nécessité de parfois sortir des sentiers battus pour pouvoir vivre une vie épanouie. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Roland, qui vient de publier un livre aux éditions Alizio. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système. Olivier, bonjour et merci de participer à ce podcast. Donc félicitations pour la publication de ton livre qui est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon dans la rubrique carrière. Donc toi tu as un parcours peu commun. À l'âge de 19 ans, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ensuite très vite tu te tournes vers Internet en devenant un blogueur professionnel. Tu es aussi très présent sur YouTube. Tu vis aussi tes passions. Tu es archéologue, tu fais de l'archéologie en tant qu'amateur. Tu fais de la plongée. Tu pilotes des avions. Donc tu voyages à travers le monde. Tu donnes aussi des conférences à travers le monde. Et aujourd'hui, tu as plus de 250 000 fans qui te suivent sur tes différents réseaux. Et donc tu as écrit ce livre pour partager avec le plus grand nombre l'importance de briser la routine et de sortir du chemin, de sortir du système pour réussir. Alors la première question que j'aimerais te poser, Olivier, c'est qu'est-ce qui a fait que toi, très jeune, tu as décidé de sortir du système et de suivre ta voie? Bah écoute, c'est une bonne question. En fait, moi j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte, un an plus tard. Et je l'ai fait pour plein de raisons, mais vraiment je me sentais pas très à l'aise finalement dans le système scolaire et j'étais quelqu'un de très démotivé par rapport au système, au moment où je l'ai quitté. J'ai déménagé il y a un peu plus d'un an et quand j'ai fait ça, je me suis débarrassé de 95% de mes possessions et du coup, ça m'a forcé à faire un tri. Et quand j'ai fait ça, je suis tombé sur un vieux carnet de correspondance de l'école dans lequel il y avait des coupons pour les retards et des coupons pour les absences maladie. Et en fait, il n'y avait plus aucun coupon retard dans ce carnet. Je les avais tous utilisés. Il y en avait beaucoup pourtant. Et pareil, j'avais un peu plus de la moitié des coupons absences qui avaient été utilisés. Et quand je me suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais c'est dingue. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais tellement démotivé que je prenais le moindre prétexte pour pas aller à l'école. J'avais un rhume, tu me voyais pas pendant 2 jours. Et après, c'est ça qui est dingue, c'est que pendant les 10 ans où j'ai géré ma première entreprise, si je suis tombé malade 2 fois en 10 ans au point de pas pouvoir aller au travail, c'est que c'était déjà énorme. Hein. Je me suis même retrouvé avec le bras comme ça en écharpe et j'allais quand même chez les clients. Et je vais même te raconter une anecdote rigolote, c'est que cette dernière année, il y a le directeur qui m'a convoqué carrément dans son bureau, tu vois, donc imagine le truc un peu solennel. Il me dit, voilà Olivier, faut qu'on parle. Je fais, ah bon? Je fais, oui, voilà, en fait, tu es tellement démotivé que tu démotives les profs. Il faut le faire. Il y a des profs qui veulent plus aller en cours quand tu es là. T'imagines, j'avais atteint un niveau exceptionnel dans la démotivation. J'étais devenu un méta-démotivateur. Et ça te donne un petit peu l'image de ce que j'ai. C'est vraiment ce que j'étais. J'étais affalé sur mon bureau dans la classe. Je dormais en cours. Je m'ennuyais fermement. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques mois plus tard, je bossais sur mon projet de création d'entreprise. Et là, j'avais le feu sacré. J'étais ultra motivé, j'étais inarrêtable, je voyais une montagne en face de moi, je fonçais dedans, je creusais un trou dedans. Tu vois. Ce qui est dingue, c'est que entre le Olivier qui était affalé sur son fauteuil et qui était tellement démotivé, qui démotivait les profs, et le Olivier inarrêtable qui avait le feu sacré, c'était exactement la même personne. Oui, et il s'est écoulé que quelques mois entre les deux. Donc, tu vois, c'est ça finalement. Enfin, j'ai trouvé quelque chose qui m'a passionné, qui m'a challengé, qui m'a fait sortir de ma zone de confort et que j'avais vraiment envie de réussir. Et du coup, ça m'a métamorphosé. Je dirais, c'est même plus que ça, c'est plus que métamorphosé, ça m'a révélé à moi-même en fait. Ça m'a permis d'exprimer mon potentiel. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'école tout simplement. C'était quelque chose qui m'emballait infiniment plus que de rester dans un système dans lequel je m'ennuyais profondément. D'accord, donc là on voit vraiment l'impact de l'état d'esprit, de la motivation sur la vitalité aussi. Comment on peut être en mode apathie, fatigué, démotivé lorsqu'on suit quelque chose qui ne nous correspond pas. Et dès qu'on trouve une voie où on va tout d'un coup se réveiller et se révéler à soi, on va avoir une vitalité qui va être énorme
Et c'est ça qui va nous donner certainement le courage et l'envie d'aller de l'avant. Et comment ça s'est passé? Comment s'est passée cette découverte de l'envie d'entreprendre? Ben, ça s'est fait un peu. Tu vois, moi quand j'étais adolescent, j'étais assez timide. J'avais peur de parler aux filles, j'avais pas beaucoup d'amis. Donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps en tête à tête avec mon ordinateur. Et ça m'a permis de développer des compétences informatiques pas trop mauvaises. Et avec un des quelques copains que j'avais à l'époque, on s'est rendu compte que finalement, on dépannait souvent les problèmes de gens qui leur paraissaient insurmontables. Et nous, on résolvait ça comme ça, tu vois, d'un claquement de doigts. Et on s'est dit, pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça? Et du coup, on a mis en place une expérience, et c'est ça aussi qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter à 18 ans et créer ma boîte à 19. On a créé une expérience pour tester notre idée. Est-ce qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça? Donc, on a passé une petite annonce dans un journal d'annonces local. C'était en 1999, c'était encore en francs. Et à l'époque, on a investi 60 francs et on a gagné 5000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Et je peux te dire que quand tu as 18 ans et que tu gagnes 50 francs d'argent de poche par semaine, tu fais waouh. C'est vraiment pas mal. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Mais voilà, moi qui m'ennuie dans le système scolaire, qui a envie de rentrer dans la vie active, qui a envie de quitter le domicile de mes parents, j'ai trouvé quelque chose de concret. Tu vois, et mon ami, lui, a préféré continuer dans la voie classique, donc j'ai continué tout seul. Mais c'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire. Je suis allé sur le terrain, j'ai vu les clients, ils m'ont donné de l'argent dans mes mains, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une véritable demande et que ce n'était pas juste une idée en l'air. Oui, donc tu as eu l'envie, tu as mis en place quelques actions, et dès qu'on commence à mettre une démarche en place, le retour qu'on va avoir va consolider cette envie d'aller de l'avant, et c'est certainement ça qui t'a réconforté dans cette envie d'aller de l'avant. En fait, c'est l'approche que je recommande si tu veux. C'est vraiment de minimiser au maximum ces risques en mettant en place une expérience simple, efficace, avec le minimum de temps, d'énergie, de ressources et d'argent à côté de ce que vous faites aujourd'hui, que ce soit votre job ou vos études. Parce que ça va vous permettre de réduire l'incertitude de manière très forte. D'ailleurs, c'est une méthodologie qui a été structurée, qui vient de la Silicon Valley, qui s'appelle le Lean Startup. Alors quand j'ai mis ça en place, je connaissais pas le Lean Startup, ça n'avait même pas été inventé. Je faisais du Lean Startup sans le savoir en fait, comme Monsieur Jourdain avec sa prose, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui a été pensé, et c'est l'approche que je recommande souvent. C'est un mythe, tu vois. Un des plus grands mythes de l'entrepreneuriat, c'est de croire que les entrepreneurs à succès, c'est des kamikazes. Ils se mettent le bandana autour de la tête, le couteau entre les dents, et puis ils foncent dans le temps en criant banzai. Et puis c'est soit ils meurent, soit ils réussissent. La vérité, c'est qu'il y a très peu d'entrepreneurs à succès qui sont comme ça. C'est vrai que les entrepreneurs prennent des risques, mais ils prennent des risques mesurés. Ils font attention à ce que même dans le pire des cas, ils puissent quand même s'en tirer sans trop perdre de plumes. Et ils ont un plan B, un plan C, un plan D, un plan E au cas où. Et c'est aussi l'approche que je recommande. Prendre des risques, oui, mais prendre des risques mesurés en mettant un maximum de chances de succès de notre côté. Oui, parce que c'est vrai que suivre une voie qui nous convient, vivre sa passion, c'est quelque chose qui est très attrayant. Mais beaucoup de personnes ont cette difficulté à faire la transition ou à faire le pas, parce qu'il y a souvent des responsabilités, ils ont un boulot, ils ont peut-être des enfants, ils ont des mensualités à payer. Et donc, comme tu le dis, le conseil que tu peux leur donner, c'est pas nécessaire de faire le grand pas, de faire le grand saut, de quitter son boulot et de se lancer dans un projet qui nous passionne, mais on peut le faire d'une manière mesurée, petit pas à petit pas. Oui, c'est ça. Exactement. Pour éviter parce que souvent ça nous immobilise, cette peur de tout perdre. Exactement. Il y a un moment où il faut que tu fasses le grand saut quand même et tu dises ok, je crée la boîte ou je la crée pas, mais si tu veux la créer, tu vas devoir la créer, et ça implique souvent de dépasser quand même pas mal de zones de confort. Mais avant de faire ça, tu peux faire un maximum de choses si tu veux pour réduire l'incertitude au maximum. Après, rien n'est parfait. Mon expérience n'était pas parfaite, elle n'était pas exactement en conditions réelles. J'avais pas de structure, c'était pas au même prix que ce que j'allais vendre après. Mais c'était quand même beaucoup mieux que d'élaborer le projet dans ma chambre et de pas en sortir. Et de penser que c'était le meilleur projet du monde. D'accord. Alors, est-ce que tu peux continuer un peu sur ton parcours? Donc, tu as arrêté l'école, tu as lancé ton entreprise. Comment ça a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Écoute, après, c'était une aventure géniale de créer une entreprise aussi jeune. Bon, après, c'était pas facile de passer du statut de lycéen sur celui de chef d'entreprise. J'ai failli planter ma boîte au bout de 6 mois, mais j'ai réussi à mettre la tête sous l'eau, en dehors de l'eau, suffisamment longtemps pour que ça fonctionne. Et puis, le problème, c'est qu'au bout de quelques années, j'en ai eu assez, si tu veux, d'avoir le rythme classique de l'entrepreneur surmené, à travailler 60-70 heures par semaine. Je voulais avoir un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre était devenue une prison. Pourquoi? Parce que c'était ma seule source de revenus. En tant que gérant en entreprise en France, j'avais pas le droit au chômage. Je ne voyais pas comment la revendre, et puis j'avais des salariés et mon salaire à payer, et j'étais indispensable à l'entreprise. Je ne voyais pas comment je pouvais réduire mon temps de travail sans que ça la fasse plonger en fait. Donc là, je me suis dit merde, parce que je suis bloqué là, je veux avoir une meilleure équilibre de vie, mais je ne peux pas. Comment faire? Et pendant plusieurs années, j'étais à la recherche d'une solution. Finalement, j'ai commencé à me former un petit peu, notamment en lisant un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et voilà, quelques années plus tard, 10 ans après avoir créé la première entreprise, j'ai créé une boîte sur le web qui a bien marché, ce qui m'a permis de revendre la première entreprise. Et aujourd'hui, cette deuxième entreprise, c'est une entreprise qui est au service de ma vie, puisque c'est une entreprise que je peux gérer à 100% de mon ordinateur sur Internet et qui me permet notamment de voyager 6 mois par an. Pas parce que je dois le faire, mais parce que j'ai envie, parce que j'adore voyager tout simplement. Oui, donc ça c'est un point important, c'est un point intéressant aussi, c'est que pour arriver à vivre une vie où on va vraiment pouvoir s'épanouir, autant au niveau personnel que professionnel, ça peut être aussi quelque chose de graduel. C'est pas forcément, on va pas faire tout de suite le saut vers cette vie idéale, mais c'est quelque chose qui va se construire petit à petit. Même process en fait. C'est le même process que je te disais tout à l'heure. J'avais fait une expérience alors que j'étais encore à l'école pour valider mon idée. Et ben c'est pareil. Là, ma deuxième boîte sur Internet, j'ai commencé, si tu veux, à avoir une présence en ligne. Fin 2007, j'ai commencé mon premier blog à succès fin 2008 et j'étais encore dans cette première entreprise, j'étais en train de la gérer et j'ai fait ça à temps partiel à côté de mon activité de chef d'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande, ce genre de transition graduelle. D'accord. Et dans tout ce processus, quelle est selon toi l'importance du développement personnel? De lire des livres, de travailler sur soi, d'avoir une certaine pratique, parce que je sais pas. Moi je vais te dire un truc, j'ai eu la semaine de 4 heures en un week-end. C'était à quel point ce livre m'a frappé. Oui, en plus c'est un pavé, donc c'est pas autant un pavé que le mien, mais il est quand même assez gros. Il est assez dense. Et c'est incroyable parce que ça a complètement changé ma vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans, en 2 jours, à savoir l'entrepreneuriat. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est dingue. S'il y a un livre qui arrive comme ça à changer ma vision de quelque chose que je pratique depuis aussi longtemps en un temps si court, peut-être qu'il y a d'autres livres intéressants aussi, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que avant que je lise La semaine de 4 heures, je lisais énormément. Je suis un grand lecteur, mais je lisais que des livres de fiction. Ça m'était jamais venu à l'esprit que je pouvais lire des livres de business et apprendre des trucs. C'est complètement stupide. Mais c'était comme ça m'avait jamais traversé l'esprit et personne ne me l'avait dit non plus. Du coup, je lis un livre que recommande Tim Ferriss à la fin du sien, et ce livre, c'est The He-Myth de Michael Gerber, et donc qu'on pourrait traduire par le mythe de l'entrepreneuriat. Et dans ce livre, Michael Gerber, donc, ce qui est un Américain, explique exactement le problème dans lequel je m'étais enfermé dans ma première entreprise et qui expliquait pourquoi je travaillais autant. Et ça m'a mis une deuxième baffe en 15 jours. Et là, je me dis, waouh, 2 baffes en 15 jours sur un métier que je pratique depuis 8 ans. Il y a peut-être vraiment d'autres livres que je devrais lire. Et du coup, je me suis mis en quête d'une liste de livres exceptionnels à lire. Et je suis tombé sur un concept qui s'appelle le Personal MBA, qui est une liste de 99 livres dans 24 catégories qui sont censés être les meilleurs livres de business au monde. Et je me suis dit, ok, mais je vais en lire. Je commence à lire les 2 premiers qui sont conseillés. D'excellents livres. Je me dis, bon, allez, il faut que je lise toute la liste. Mais comment me motiver? Et là, je me suis dit, c'est là où j'ai l'idée, si tu veux, de créer. Tu vois, ça fait partie du processus de développement personnel, d'apprendre, de tester ses limites, de dépasser sa zone de confort, de savoir se remettre en cause aussi. Parce que pendant 8 ans, j'ai cru que j'étais tellement intelligent d'avoir créé ma boîte à 19 ans que j'avais pas besoin de me former. Ce qui était une erreur monumentale. C'était d'une stupidité ahurissante. Et alors, je me prenais pour un génie, c'est ça le truc. Donc, faut aussi savoir se remettre en cause à ce niveau-là et se dire, mais dude, t'as rien compris à la vie. Il est temps de te réveiller. Et donc, voilà,
c'est là où j'ai l'idée de créer mon blog, mon premier blog à succès, des livres pour changer de vie, pour plusieurs raisons, et tu vas voir la démarche de développement personnel là-dedans. Enfin, à chaque fois que je me lance dans un projet, j'essaie toujours d'être gagnant sur plusieurs tableaux. Comme ça, si jamais j'échoue sur un des tableaux, j'ai quand même des chances d'être gagnant sur d'autres choses et de ne pas avoir complètement perdu mon temps. Et donc, en l'occurrence, mon blog des livres pour changer de vie, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Déjà, je me suis dit, tu vois, ça fait 8 ans que j'aurais pu lire des livres de business et ça m'aurait appris énormément de choses. Je suis sûr que je ne suis pas le seul qui n'a pas compris qu'on pouvait trouver comme ça des perles, des choses vraiment intéressantes dans des bouquins. Et en fait, finalement, aujourd'hui, je sais très bien que la plupart des gens n'ont pas ce réflexe. C'est incroyable. Quand tu demandes à quelqu'un comment tu peux apprendre quelque chose, ils vont te dire des milliards de choses. Ils vont dire tu peux regarder des vidéos, tu peux suivre des cours, tu peux faire un apprentissage. Ils vont pas te dire tu peux lire des bouquins. C'est pas un réflexe qu'on a pour la plupart. Mais pourtant, les profs, la plupart des profs, pour faire leurs cours, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur des bouquins. Et d'ailleurs, souvent, à partir du niveau fac, en gros, tu as la liste des livres que les profs recommandent à lire en complément du cours. Bref, et donc je voulais partager cette découverte, tu vois, oui, il y a des bouquins intéressants, vous devriez les lire. Je voulais aussi, me hacker ma psychologie. Parce que je me suis dit, il faut que je lise pas mal de bouquins de cette liste. Mais tu vois, je me connais, c'est comme pour tout. Au début, je suis tout feu, tout flamme. Et puis, au bout de quelques mois, quand je vois que quand même, il faut bosser un peu pour avoir des résultats, l'enthousiasme retombe et typiquement, j'abandonne. Donc, je me suis dit, comment faire pour hacker ma psychologie et faire en sorte que ça n'arrive pas. Et je me suis dit, avec le blog des livres pour changer de vie, je vais clamer au monde entier, en tout cas à qui veut bien l'entendre, que j'ai cet objectif. Et du coup, je hack ma psychologie parce que comme je n'ai pas envie d'avoir l'air bête devant les autres, de dire voilà, t'inquiète pas, je vais y arriver et tout ça, et puis que 3 mois plus tard, finalement, j'ai rien fait et que tout le monde se rigole de moi, c'était un facteur de motivation externe positif. Et ensuite, je voulais faire ça aussi parce que je me suis dit, ça pourrait être une bonne base pour un business sur le web, et ça a été le cas. Et au-delà de ça, je savais aussi que ce blog allait être une excellente plateforme pour moi de réflexion, de structuration de ce que j'apprenais pour l'appliquer dans mon entreprise aussi, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est que je lisais aussi des livres de business et j'apprenais des choses que je pouvais mettre en place dans mon entreprise. Donc, c'était pas juste du savoir théorique, c'est du savoir concret que je pouvais transformer en compétences. Oui, et c'est vrai comme tu disais, un livre, c'est un investissement négligeable au niveau financier et c'est souvent un miroir de ce qu'on est en train de vivre. Et parfois, c'est souvent la meilleure claque qu'on a besoin de prendre pour se dire tiens, ils me comprennent, je suis en train de vivre ça, voilà voilà les possibles solutions qu'on peut avoir. Et donc voilà, donc à travers ces livres, tu as certainement continué à apprendre sur toi-même. Est-ce que tu as mis en place certaines routines de vie, que ce soit la méditation, peut-être des exercices de gratitude, de planification? Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Écoute, oui, bien sûr. Alors effectivement, je te demande quelques instants, je vais te montrer un truc justement. Oui. Déjà, un des premiers outils que j'utilise, c'est ça, The 5 Minute Journal. Je ne sais pas si tu connais. Donc en fait, c'est un journal dans lequel tu peux écrire, mais contrairement, parce qu'on sait que le fait d'écrire un journal, ça aide, si tu veux, pour le développement personnel, pour être plus heureux, etc. Mais là, ils ont vraiment voulu faire le journal minimaliste et validé par la science. Donc en gros, tu remplis ça tous les jours, ça prend 5 minutes. Bon, tu mets la date ici. Ici, tu as une citation inspirante. Je ne sais pas si tu vois bien la caméra, mais voilà. Et ensuite, tu as 3 choses. J'éprouve de la gratitude pour. Et tu mets 3 choses. Et ça, tu fais ça dès le matin, tu vois, quand tu prends ton petit déj, typiquement. 3 choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Ensuite, qu'est-ce qui va faire que ce jour va être génial? Et là, tu mets des choses sur lesquelles tu as du contrôle, tu vois. Tu vas pas mettre ouais, il va faire beau parce que tu n'as pas de contrôle dessus. Donc, tu vas mettre des choses sur lesquelles tu as du contrôle. Tu vas mettre, par exemple, je vais sourire à des étrangers, ou bien je vais essayer de parler avec ma conjointe, tu vois. Ou enfin, tu vois, des choses comme ça pour lesquelles tu as du contrôle. Moi, j'ai mis là, par exemple, je vais méditer ici, tu vois, aujourd'hui. Je vais dormir tôt, voilà. Des trucs simples. Rappelle-moi l'auteur de ce journal. L'auteur, il n'y a pas d'auteur, peu importe. 5 Minute Journal, tu le trouves facilement sur le web. Daily Affirmations, ouais, donc. Et puis tu mets, voilà, aujourd'hui, je suis heureux, je suis génial, j'ai la pêche, tu vois, tu mets un truc comme ça. Et le soir, donc dans la partie grise, avant de t'endormir, tu marques 3 choses géniales qui se sont produites aujourd'hui
et quand même une chose que tu aurais pu améliorer pour rendre la journée encore meilleure. Donc ça déjà, c'est 5 minutes par jour, validé par la science, et ça te rend plus heureux, c'est super efficace. Ensuite, il y a aussi un truc que je vais te montrer. C'est j'utilise des hacks, si tu veux, pour booster ma volonté. C'est-à-dire ma discipline. Et notamment un hack, donc encore des choses validées par la science. Et tout ça, bien sûr, j'en parle dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Tu as ici donc du chocolat blanc aux noisettes, c'est un truc que j'adore. Tu as ici un Kinder Bueno qui est un peu mon péché mignon. Je te dis pas combien j'en ai mangé pendant que j'étais adolescent, c'est indécent. Et ici j'ai un lion. Alors pourquoi j'ai ça et pourquoi j'ai ça à côté de mon bureau? Eh bien en fait le concept est simple. Vous allez acheter une friandise que vous adorez. Vraiment un truc, vous ne pouvez pas y résister et qui se conserve. Vous allez le mettre bien en évidence dans, chez vous, à votre travail. Et le but, c'est de ne pas y toucher. C'est de ne pas y toucher parce que votre but, c'est d'entraîner votre volonté et de faire en sorte justement d'avoir une meilleure discipline. Parce qu'en fait, une des plus grandes découvertes scientifiques des années 2000, c'est que la volonté est comme un muscle, qu'elle s'épuise, plus on l'utilise, plus elle s'épuise. Typiquement, on a plus de volonté le matin qu'à la fin de la journée, mais aussi que, comme tout muscle, on peut aussi l'entraîner et la renforcer. Et donc ça, c'est une excellente manière, si tu veux, de booster sa discipline. Tout le monde peut le faire, c'est très simple. Moi, ce que je recommande, ce que j'ai fait personnellement, vous en achetez un au début, après vous en achetez 3, vous en achetez un, et puis vous essayez de tenir 15 jours. Et au bout de 15 jours, vous avez le droit de le manger. Ensuite, vous refaites pareil et 30 jours. Et au bout de 30 jours, vous le donnez. Puis vous faites 90 jours et puis après l'infini et l'au-delà. Moi ce que j'ai fait, donc j'ai fait 15 jours, 30 jours, ensuite 120 jours. Et là c'est ma 4e expérience. Donc là ça va être 180 jours, 6 mois avec ces trois trucs là 6 mois sans en permanence. Et c'est vraiment simple et franchement ça booste énormément la volonté. Aujourd'hui déjà j'étais très focalisé sur manger bien, bio, etc. Mais bon ça m'arrivait quand même de manger des trucs parfois pas très sain. Là j'ai énormément réduit la consommation de ce genre de choses. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de résister à du chocolat, à des desserts, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un exercice que je recommande et qui est très simple. Oui, voilà quelques-uns des rituels et quelques-unes des techniques que j'utilise. Après, j'essaie de méditer tous les jours aussi, effectivement. Je fais un peu de trampoline le matin parce que ça réveille et puis que c'est censé être bon pour le système lymphatique et tout ça. Voilà. Oui, j'ai pas mal de choses, je pourrais en parler longtemps encore, mais c'est pour te donner un petit aperçu. Et j'aime bien les choses simples, efficaces, comme le coup de la friandise. Oui, c'est bien. En plus, quand c'est basé sur un peu de science, un peu de recherche, ça motive à le mettre en place et c'est très simple. Non seulement on mange moins de friandises, et en plus on renforce la volonté. Et tu parlais de trampoline, je ne sais pas si tu as vu le reportage, le documentaire sur Tony Robbins, qui passe sur Netflix, et c'est vrai que tu le vois tous les matins ou avant chaque fois qu'il passe sur le podium, hop, il monte sur son trampoline. Comme tu dis, ça doit activer le système nerveux, bien décompresser. Alors, au niveau des technologies, je sais que c'est un monde qui évolue énormément. Toi, c'est quelque chose dans lequel tu travailles depuis un certain temps. Et quel est l'avantage que ça nous apporte désormais d'avoir accès à Internet, aux très nombreux outils que nous offre Internet, pour justement pouvoir sortir des sentiers battus et se rapprocher d'une vie qui nous correspond davantage? Oui, écoute, je pense qu'aujourd'hui, Internet, c'est un outil extraordinaire pour les entrepreneurs. Et je compare, si tu veux, son effet sur les entrepreneurs à l'effet qu'ont eu la radio et le disque sur les musiciens. C'est-à-dire qu'avant l'invention de la radio et du disque, pour qu'un musicien se fasse entendre par 100 000 personnes, il n'y avait pas le choix. Tu devais absolument chanter devant 100 000 personnes. Tu n'avais aucune autre option. Éventuellement, les autres pouvaient parler de toi, mais pour que vraiment les gens entendent ce que tu es capable de faire, il fallait que tu joues devant eux. À partir du moment où la radio et le disque ont été inventés, ça a changé du tout au tout. Du jour au lendemain, le musicien n'avait plus qu'à être bon une fois 5 minutes, et ensuite, il pouvait être, ce qu'il faisait, pouvait être entendu par des millions et des millions de personnes, sans qu'il ait besoin lui-même de faire cet effort de chanter devant toutes ces personnes. Et ça a donné un effet de levier extraordinaire aux artistes qu'ils ont toujours aujourd'hui. Je veux dire, on ne pourrait pas imaginer de superstars comme Michael Jackson ou je sais pas, les Pink Floyd ou Queen sans le disque, parce qu'ils auraient été connus forcément mécaniquement par beaucoup moins de personnes s'ils avaient été nés 100 ans auparavant.
Donc aujourd'hui, Internet, c'est exactement la même chose pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que avec la même quantité d'efforts qu'il fallait il y a 20 ou 30 ans pour bâtir une entreprise locale, vous pouvez aujourd'hui avoir une multinationale. Une petite multinationale, mais une multinationale quand même. Je veux dire, moi, dans mon entreprise, j'ai pas de salariés, j'ai à peu près une douzaine de prestataires qui travaillent pour moi. Et j'ai une audience mondiale. Bien sûr, déjà dans toute la francophonie et les dom-tom, hein, j'ai des clients en Polynésie, au Québec, en Suisse, en Guadeloupe et tout ce que tu veux. Et au-delà de ça, j'ai aussi des clients et même une audience francophone dans tous les pays du monde parce que tu as des francophones expatriés partout, aux États-Unis, au Brésil, en Chine, etc. Tu as aussi des gens qui apprennent le français dans tous ces pays-là. Donc, ça me fait vraiment une audience mondiale et c'est absolument extraordinaire. Et tout ça, je le fais presque sans bouger de chez moi. Bah, je voyage 6 mois par an, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai même pas de bureau physique. Tout ça, j'ai pas besoin, en fait. Là, on est chez moi, par exemple. Et voilà ce que permet de faire les technologies actuelles. Je vais te donner un autre exemple concret. Il y a une de mes élèves qui s'appelle Gaëlle Daubignard et qui a un blog qui s'appelle E-Poule Poussin. Et sur son blog, elle vend des œufs de poule. Et tiens-toi bien, elle vend des œufs de poule dans le monde entier. Elle vend des œufs de poule en Nouvelle-Calédonie, en Afrique, aux États-Unis. Tout ça du fin fond de sa campagne, je ne sais même plus où elle est. Elle est dans une région campagnarde de la France. Elle vend des œufs de poule. Alors, ce n'est pas des œufs de poule classiques que tu vas acheter pour manger. C'est des œufs de poule de race que tu vas mettre en couveuse et qui vont faire des belles poules, si tu veux, que tu vas pouvoir mettre dans ton jardin ou dans ta ferme, etc. Mais quand même, t'imagines, il y a 20 ans, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Elle aurait vendu peut-être dans les villages alentours, peut-être à un salon de temps en temps. Mais voilà, peut-être qu'éventuellement, mettons en place un service par correspondance, elle aurait pu vendre en France, mais en Nouvelle-Calédonie, non. Aux États-Unis, non. Voilà ce que permet de faire aujourd'hui les nouvelles technologies. On vit une époque extraordinaire avec énormément d'opportunités. Et en plus, cette technologie nous donne une mobilité qu'on n'avait pas auparavant. Bah oui, c'est ça qui est génial. Je veux dire, en plus de ça, comme je te dis, moi je peux gérer tout de n'importe où. J'ai juste besoin d'une connexion Internet. Et aujourd'hui, il y a énormément d'endroits qui ont une connexion Internet. Hein. Je veux dire, j'ai vécu pendant 2 mois aux Philippines, y compris 1 mois dans une petite ville un peu paumée qui s'appelle El Nido dans l'île de Palawan, où il n'y a pas d'électricité de 6h à midi, hein, tous les jours. Et il y avait une connexion 3G excellente. J'ai pris une puce 3G, ça m'a coûté, je crois, 10 € par mois. Et j'avais une connexion 3G excellente. C'était incroyable. J'ai pu uploader une vidéo tous les jours avec ça et bosser normalement. Il paraît même que maintenant, il y a une antenne 3G en haut du mont Everest. Hein. Donc, je veux dire, c'est vraiment pas compliqué de trouver, quel que soit le pays que vous aimez, un endroit où avec une bonne connexion. C'est pas toujours facile, mais ça devient de plus en plus difficile de trouver des endroits mal connectés. D'accord. Et qu'est-ce que voyager ça t'a apporté? Est-ce que tu conseilles à tout le monde de voyager dans son pays, de voyager en dehors de son pays? Qu'est-ce que toi ça t'a apporté d'avoir cette mobilité, de pouvoir voyager? Ça apporte énormément. Je veux dire, dès que tu commences à voyager, déjà tu as un facteur de distanciation par rapport aux normes qu'on t'a appris. Parce que tu as des tas de choses qu'on t'enseigne comme étant normales, tu vois, la norme. Comme étant c'est comme ça et pas autrement, tu les intègres, tu vois, automatiquement et du coup tu les remets pas en cause. Et dès que tu voyages, tu te rends compte que finalement il y a des tas de trucs qu'on te dit comme étant normal, étant la vérité ultime et absolue, qui finalement dans d'autres pays c'est exactement l'inverse ou c'est complètement différent et tout le monde s'en fout et tout le monde trouve ça normal et te trouve toi bizarre. Donc déjà c'est intéressant parce que ça te fait un peu relativiser certaines normes de ta culture. Ça ne veut pas dire que tout est à rejeter dans ta culture, bien sûr, mais ça veut dire que du coup tu es davantage libre de choisir ce qui t'intéresse dans ta culture et de prendre d'autres choses qui t'intéressent dans d'autres cultures. Tu vois, par exemple, clairement, dès que tu te mets à voyager, tu te rends compte qu'en France, il y a un manque d'état d'esprit entrepreneurial qui est quand même assez fort. Les gens sont dans beaucoup de pays, alors dans des pays qui souvent sont beaucoup moins riches que la France, les gens se bougent les fesses à un niveau impressionnant, ils ont la pêche, ils ont le sourire, etc. Tu vois, là je reviens du Brésil où j'ai parlé devant 1600 personnes à une conférence. Le Brésil, tu regardes les médias par rapport à la destitution de la présidente, on a l'impression que c'est la guerre civile là-bas, hein, quand tu lis les médias, que c'est la crise, que la corruption est énorme, que les gens sont dans la rue, etc. Mais bon, quand tu es sur place, les gens ils sont au taquet. Les Brésiliens, ils vont tout déchirer. Je pense qu'on va entendre parler d'eux de plus en plus
dans les années à venir. Hein. Le Brésil a dépassé la France en termes de PIB il n'y a pas si longtemps, et c'est un pays qui, malgré tous les problèmes, parce que bien sûr c'est pas Disneyland non plus, est en train de décoller à fond, et les Brésiliens ont une attitude incroyable, dynamisme, hein. Ils se bougent et puis ils sont vraiment incroyables. Limite à côté, les Américains font un petit peu fonctionnaire, tu vois. J'exagère un peu quand je dis ça, mais c'est pas loin de la vérité. Et bon, quand tu reviens en France, tu te dis mince, il y a une inertie, tu vois, quand même, il y a un manque d'énergie, et c'est pas normal parce que bon, il y a énormément d'atouts dans notre pays, tu vois. C'est pareil quand tu vas en Inde, je veux dire. Alors déjà, l'Inde, ça te met une claque énorme parce que t'as l'impression d'arriver sur Mars en fait, hein, tellement c'est différent. Là, pour le coup, c'est vraiment un pays qui est extrêmement différent culturellement. Bon, déjà, juste pour vous donner une idée, il n'y a que 2%, même pas, moins de 2% de la population qui est chrétienne. Donc, rien que ça, il n'y a pas eu d'influence de la religion. Et on peut voir des choses qui nous paraissent hallucinantes. Par exemple, dans la rue, c'est pas rare de voir deux hommes qui se tiennent la main. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont homos. C'est juste que là-bas, quand des amis proches hommes, ils se tiennent la main. C'est comme ça fait partie de leur culture. Alors nous, ça nous fait super bizarre, tu vois, on se dit mais what the fuck, tu vois. Et à côté de ça, moi j'étais avec ma copine de l'époque qui était blonde. C'était incroyable, on allait dans les monuments, elle se faisait prendre en photo tout le temps, parce que pour plein d'Indiens, c'est super hallucinant de voir une femme blonde. Toutes les Indiennes ont des cheveux bruns, très noirs, et donc il y en a qui demandaient, d'autres qui prenaient, tu vois, avec leur téléphone en mode discret en passant, tu vois. Enfin, c'était marrant, quoi. Et enfin, bon, voilà, ça te met un peu, ça te fait relativiser plein de choses. Et puis c'est un pays extrêmement religieux. Enfin, il y a des tas de trucs qui nous paraissent complètement hallucinants. Leurs vaches sacrées qui sont partout. Les gens, ils se baignent dans le Gange pour se purifier alors que c'est complètement sale. C'est plein de bactéries, de cadavres et tout ça. Enfin, c'est fou, quoi. Bref, donc l'Inde, c'est vraiment, si tu veux, un décalage énorme et ça te met une grosse baffe. Quand tu y vas, et puis, mais surtout tu te rends compte qu'ils ont des problèmes énormes. Enfin, tu vois à New Delhi, mais les gens ils dorment dans la rue, il y en a plein, ils sont pauvres, ils sont sales, ils sont presque nus. J'ai vu des cadavres d'êtres humains dans la rue. Tu vois des enfants de 8 ans qui mendient, qui sont sales. Tu te dis waouh, quand même, c'est vraiment des gros problèmes qu'il y a en Inde, tu vois. Et quand tu reviens en France, tu te dis purée, mais c'est le paradis ici, quoi. En comparaison, nos problèmes ils paraissent minuscules. Et tu dis mais pourquoi les gens ils font la gueule, les mecs, réveillez-vous, tu vois. Enfin, c'est ce genre de choses qui amènent le voyage. Oui, bonne mise en perspective. Je pense que c'est quasiment impossible de pas être ouvert d'esprit quand tu voyages. C'est quelque chose qui forcément te forge et voilà. Tu peux tomber sur des choses qui toi te paraissent aberrantes, mais voilà, enfin, tu dois t'adapter, etc. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai que une sacrée mise en perspective. Et tu parlais de l'Inde, j'ai passé pas mal de temps là-bas et je partage tout à fait ton point de vue. Et ouais, donc ça donne une autre perspective et ça donne la pêche aussi quand on voit ce qui est possible et qu'on voit que, voilà, que la façon de fonctionner qu'on a peut-être dans notre pays d'origine, il y a d'autres façons qui nous correspondent plus. C'est très motivant et peut-être c'est ça qui peut faire le déclic aussi. C'est ce qui est génial, si tu te rends compte que les normes sont une construction sociale. Bien sûr, oui. Et que du coup, elles peuvent être réinventées. Parce que peu importe, tu vois, on est libre aussi d'inventer ses propres normes. Peut-être juste dans sa tribu, dans sa famille. Peut-être qu'on veut les amener dans notre pays, faire une révolution culturelle, tu vois, j'en sais rien. Mais c'est intéressant, dans tous les cas. Et ça stimule ton intellect. Oui, et c'est c'est ce qui t'a donné aussi certainement envie de partager cela. De partager cela à travers notamment ton livre. Donc ton livre, il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux gens que j'appelle les rebelles intelligents. Alors qu'est-ce que c'est que les rebelles intelligents ? C'est tout simplement des personnes qui ressentent au fond d'eux un appel à autre chose. Tu vois, qui ressentent un appel à autre chose que le classique passe le plus gros diplôme que tu puisses avoir, puis fais du métro boulot dodo pendant 40 ans et puis éventuellement tu pourras commencer à profiter de la vie quand tes plus belles années seront derrière toi. C'est vraiment les gens qui tu vois, ressentent quelque chose. Typiquement, c'est quelque chose ils ont envie de créer quelque chose, tu vois. Ça peut être d'écrire un livre, ça peut être de créer une boîte, ça peut être de faire quelque chose un peu fou, comme de faire un tour du monde pendant 1 an. Et ça peut être la personne qui, soit aujourd'hui dans le système scolaire, qui s'ennuie, qui comprend pas trop quel est l'intérêt de ça, qui se demande même si l'école est pas obsolète, tu vois. Ça peut être le cadre qui extérieurement a tous les signes de succès, qui a eu un beau diplôme Bac+5, qui a un beau salaire, un beau poste, une belle voiture, une belle maison, etc. Mais tu vois, qui au fond de lui, il se dit mais c'est pas possible, c'est pas comme ça que je peux vivre ma vie. Il faut que je me réalise autrement, tu vois. Donc j'ai voulu écrire vraiment le guide du rebelle intelligent du 21e siècle. Donc le sous-titre c'est Comment devenir libre, vivre à fond.
et réussir en dehors du système. Et comme tu peux le voir, c'est pas un petit livre. J'ai passé 3 ans et demi à l'écrire. Je me suis appuyé non seulement sur mon expérience et celle de centaines d'entrepreneurs, mais aussi sur beaucoup d'études scientifiques, parce qu'il y a plus de 400 études scientifiques référencées, parce que je voulais pas juste sortir des choses de mon chapeau, je voulais vraiment partager un maximum de techniques concrètes, de choses vraiment que les gens peuvent appliquer dans leur vie et qui sont pertinentes. Et donc il y a 3 grandes parties. La première partie, c'est une critique du système éducatif. Pourquoi il est de plus en plus obsolète, pourquoi il est vain d'attendre qu'il se réforme. Deuxième partie, c'est comment hacker son apprentissage en apprenant à apprendre, en boostant son intelligence et en boostant sa volonté. Donc tu vois, notamment avec ce genre d'astuces que je t'ai donné. Et puis, parce que tu vois, il y a des études qui montrent que la volonté, ça a une meilleure corrélation avec le succès que l'intelligence. Il vaut mieux être moyennement intelligent, avoir une volonté de faire, qu'être un génie qui ne peut pas résister à aucune tentation, tu vois, pour le succès dans la vie. Et la troisième partie, c'est comment créer une entreprise qui soit au service de votre vie, plutôt que votre vie soit au service de votre entreprise, tout simplement. Voilà, donc c'est un beau programme et j'ai vraiment essayé de faire en sorte de créer un guide pour tous ces rebelles intelligents, déjà leur montrer que c'est possible, leur montrer qu'il y a d'autres personnes qui ont exploré d'autres voies que les sentiers battus et de leur donner vraiment des techniques, des méthodes, des stratégies concrètes pour réussir en dehors du système. Très bien, merci beaucoup Olivier. Je mettrai le lien vers ce livre sur la page de cet épisode. Alors Olivier, pour finir cet entretien, j'aimerais te poser 3 questions. Donc on en a un peu déjà parlé. Alors la première question, c'est quel est le rituel qui te fait le plus de bien au quotidien? Quelle est l'habitude qui te fait le plus de bien? C'est une très bonne question. Vraiment, je pense que la méditation, c'est le plus efficace. Je crois que c'était un des Beatles. D'ailleurs, c'est marrant, quand j'étais en Inde, j'étais à Rishikesh voir c'est où j'ai été enfin, j'étais pas spécialement pour ça, mais il y avait l'ashram des Beatles là-bas. Ouais. Et donc, il y a un des Beatles qui disait la méditation, c'est comme se brosser les dents. Tu te brosses les dents, tu as une bonne haleine et tu as tes dents qui se préservent mieux. Bah, la méditation, c'est pareil, mais pour l'esprit, quoi. Et je pense, j'avais fait une vidéo sur le sujet où je disais, tu vois, il y a 100 ans ou 150 ans, la plupart des gens, ils n'avaient pas le réflexe de se laver les dents. Ils se lavaient d'ailleurs beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et je pense que d'ici un siècle, on aura le même réflexe. On se dira, mais comment ils faisaient pour pas se laver l'esprit, les gens avant, tu vois? Et pour que aujourd'hui, on passe 5-10 minutes par jour à se brosser les dents, c'est normal. Et dans 100 ans, tout le monde passera 5-10 minutes par jour à se nettoyer l'esprit avec la méditation, et que ça paraîtra normal aussi, je pense. Tu vois. Oui, donc, c'est vraiment le truc le plus simple et efficace que je puisse recommander. Pour moi, ne pas méditer, c'est comme pas se laver les dents. D'accord, c'est une bonne citation là, à mettre sur ma page Facebook. Alors, quel est l'auteur qui t'a le plus marqué? C'est sûr que c'est Tim Ferriss, l'auteur de la semaine de 4 heures. Ça, c'est pas un secret. Tous ceux qui me suivent savent que j'en parle à peu près 257 fois par jour. Donc, voilà. et qui vient d'ailleurs de publier un nouveau livre. Je ne sais pas si tu l'as déjà entre les mains. Il a quoi? Il a sorti un nouveau livre? Oui, le secret des titans. Ou, Ah oui, non, je ne l'ai pas encore eu là. Donc à découvrir aussi. Donc la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Donc je vous mettrai aussi le lien sur cette page. Et dernière question, quel est le conseil que tu as tendance à donner le plus souvent, ou quel est le conseil qu'on t'a donné qui t'a le plus marqué? Donc le conseil que je donne le plus souvent, c'est le plus simple, mais en même temps le plus compliqué à mettre en place, c'est d'agir. Parce qu'il y a trop de personnes, si tu veux, qui se contentent de lire des bouquins comme ça, de suivre des formations, de regarder des vidéos et qui ne font absolument rien. Moi, je recommande toujours, suite à une interview comme ça, quand on me demande, de prendre une chose qui vous a marqué, parce que les gens qui sont encore en train de regarder la vidéo, ils sont motivés quand même. Prenez une chose que vous avez retenue de cette interview et puis mettez-la en pratique dans votre vie. Faites un test pour voir si ça peut vous apporter quelque chose tout simplement. Et un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est sans doute de faire quelque chose comme ça aussi. On va prendre le tout premier conseil, qui est un conseil que je partage donc dans le livre au début de mon histoire. Puisqu'au début j'avais quand même beaucoup de mal quand j'ai créé ma première boîte à être rentable, et là il y a un client qui lui-même avait géré une entreprise de 200 personnes qui m'a dit: Olivier, c'est pas compliqué, il y a beaucoup trop, si tu veux, de businessmen qui veulent faire des coups, tu vois, qui veulent juste gagner de l'argent en un coup, puis voilà, ils veulent toujours faire des coups. Et il m'a dit: c'est pas là qu'est la véritable rentabilité. La véritable rentabilité, c'est dans le fait de fidéliser tes clients
et de faire avec eux régulièrement du travail. Et quand il m'a dit ça, ça a complètement changé ma vision, ça a complètement changé ma vie aussi, puisque du jour au lendemain, mon entreprise est devenue beaucoup plus rentable parce que j'ai commencé à fidéliser mes clients, notamment en leur proposant des contrats de maintenance et ce genre de choses. Donc voilà, sans doute le premier excellent conseil qu'on m'a donné et qui peut-être sans ce conseil, je ne serais pas là en train de parler avec toi parce que ma première boîte se serait plantée. Tu vois, donc, oui, effectivement, un bon conseil. Merci Olivier Roland pour ta participation à ce podcast. Je vais te laisser avec le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs de pratiquer la méditation, si tu aimerais leur demander quelque chose ou finir avec une pensée? Découvrez ce livre. Disponible dans toutes les bonnes librairies, dans toute la francophonie. Et si votre libraire il l'a pas en rayon, vous lui demandez et il se fera un plaisir de l'amener jusqu'à vous. Sinon, il est dispo sur Amazon et au format numérique. Voilà, sur Kindle, Apple, tout ça. Super, merci beaucoup Olivier et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.